3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Frédéric Rollin est avec nous, conseiller en stratégie d'investissement de Pictet Asset Management. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Axel Bott d'être avec nous également ce soir. Bonsoir Axel. Bonsoir. Vous êtes stratégiste international d'Ostrom Asset Management. Et à nos côtés également Florent Martini. Bonsoir Florent. Bonsoir Grégoire. Vous êtes gérant chez Amplegest. Commençons peut-être avec la séquence de marché. Une semaine de consolidation, je disais, notamment pour les indices actions européens. Pas de progression supplémentaire par rapport aux records récents qu'on a pu atteindre sur nos indices. Qu'est-ce qu'on peut dire de la phase de marché dans laquelle on se trouve en ce moment, Florent, après le mouvement très puissant, effectivement, de début d'année. Le rallye en Europe, on le rappelle, a commencé au mois d'octobre. Dans un pessimisme très fort, et on sent quand même que les gens essayent de prendre un peu le train en route, peut-être, ces dernières semaines. Et c'est pour ça que ça continue de monter et que c'est difficile de se passer du marché. Je crois que le sentiment de marché qui a prédominé et qui continue de prédominer, c'est le scepticisme. Quand on voit le niveau de protection dans les portefeuilles, quand on voit le niveau de cash dans les portefeuilles, la collecte qu'il y a eu sur le monétaire, le niveau de bêta des hedge funds, donc la sensibilité au marché qui est toujours inférieure à 100%, donc il y a toujours une sous-exposition de ces acteurs-là au niveau du marché. Je vais parler d'expérience personnelle, mais ce que je constate, c'est qu'on me demande énormément, enfin la question qu'on me demande le plus depuis le début de l'année, c'est pourquoi ça monte. Et on ne comprend pas pourquoi ça monte. Et quand vous avez un investisseur qui ne comprend pas pourquoi ça monte, et qui en plus est sous-investi, il y a un sentiment de frustration qui naît. Et la frustration, elle se voit aussi dans les réactions aux publications de résultats. Et je les trouve assez intéressantes parce que, et surtout l'interprétation qu'en font les gens de marché de ces réactions-là. Quand on voit des entreprises qui warnent, enfin qui font des warnings, qui publient en dessous des attentes et qu'elles montent derrière, et parfois de façon significative, et que c'est interprété par les intervenants de marché par ça n'a pas de sens, c'est du rachat de short, etc. C'est déconnecté de la réalité. C'est déconnecté de la réalité. C'est typique d'un sentiment de frustration. Ça. Et quand vous avez à la fois des gens qui sont frustrés et qui sont sceptiques, d'un point de vue comportemental, vous avez un petit peu tous les ingrédients pour continuer de monter, en fait. Alors effectivement, à court terme, le sentiment s'est un petit peu amélioré, donc on peut avoir une consolidation. Mais je crois que ce sentiment-là va continuer de prédominer dans les prochaines semaines. En tout cas, c'est l'analyse que je fais. Et puis le développement intéressant que j'ai remarqué ces dernières semaines, et dont je voulais te faire part, c'est sur le Nasdaq. Je me rappelle la première fois que je suis venu sur ce plateau, c'était il y a à peu près 1 an, et on avait évoqué ensemble le retournement à la baisse du Nasdaq. Donc il y a un processus qui est assez long, qui voit d'abord les titres assez faibles. Je rappelle, ça commence en novembre 2021, voilà, le retournement du Nasdaq. Donc c'est ces valeurs faibles qui commencent en premier à être attaquées. On avance petit à petit dans la cote, et puis on finit par attaquer les valeurs un petit peu emblématiques et qui sont fortes. Je crois que ce processus-là, il y a de bonnes chances qu'il soit terminé et qu'il ait pris fin au mois de décembre. Il y a plusieurs éléments qui me laissent penser ça. Le premier, c'est qu'on a eu un sell-off très fort justement sur ces valeurs fortes au mois de décembre. Apple, Microsoft, Tesla, qui ont résisté une très grande partie de l'année à la baisse du Nasdaq et qui ont fini par craquer, mais de manière démesurée pour Tesla, à moins 70% je crois sur le mois de décembre. Donc ce qui ressemble un petit peu à un mouvement de capitulation, bien sûr. Et on sait que les bear markets, ils finissent par de la capitulation. Tesla a fini l'année comme étant la valeur la plus shortée ever de l'histoire. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi, c'est le niveau de participation en dépit de ce sell-off. Donc le nombre de titres qui sont bien orientés, en fait, il n'a pas cessé de s'améliorer depuis le 13 octobre, donc le point bas du marché, cette journée où il y a eu le prix de CPI qui était au-dessus des attentes, et le marché a fait un reversal. Donc déjà, c'était un développement intéressant. Et puis, ce qui me semble intéressant de souligner, c'est qu'il y a un sous-segment au sein du Nasdaq qui est leader, mais de façon très forte, c'est le segment des semi-conducteurs, alors sous plusieurs aspects, les équipementiers avec ASML, les fondeurs avec TSMC, les fabricants de puces à destination de l'automobile, la transition énergétique, de l'intelligence artificielle, qui sont leader, mais très très fort sur le marché, et pas que sur le Nasdaq, mais au niveau mondial. Et donc quand vous avez un sous-segment au sein d'un indice qui est aussi fort et qui émerge comme leader
aussi fort, ça laisse penser qu'on est sur un processus de stabilisation, voire de retournement haussier pour un indice. Donc, c'est-à-dire que d'un point de vue, ça veut dire quand même que les choses se construisent dans cette hausse. C'est comme le processus de retournement. On va parler des fondamentaux, mais d'un point de vue de sentiment et d'un point de vue de finance comportementale, on respecte une séquence assez cohérente. C'est très cohérent et c'est un petit peu comme dans les livres. Alors c'est un processus qui prend beaucoup de temps. C'est comme le retournement baissier du Nasdaq. C'est stable pendant un certain temps et puis d'un coup... Le sentiment ne se retourne pas du jour au lendemain. Là, si vous voulez, ce qui me semble intéressant, c'est que à minima, il me semble que même si le Nasdaq est très volatile, on va avoir une stabilisation de cet indice-là. Et ce qui me semble intéressant, si j'extrapole au marché des actions au niveau global, c'est que si même les indices qui sont faibles et qui sont en retard commencent à entamer ce processus de retournement haussier, c'est-à-dire probablement il y a encore de la place par ailleurs. Voilà. Intéressant, hein. On va parler des fondamentaux, mais d'un point de vue strictement de comportement de marché, de structure de la hausse, qu'est-ce que vous dites, Frédéric ? Ce qu'on commence à voir quand même, c'est effectivement qu'on a plutôt un marché qui a beaucoup d'appétit aujourd'hui. Alors peut-être le positionnement n'est pas tout à fait là, mais en tout cas, les indicateurs, notamment par exemple les enquêtes qu'on peut faire auprès des ménages américains, pour savoir s'ils sont plutôt optimistes ou pas, montrent quand même un certain optimisme. Voilà, après une hausse assez forte, en général quand même, les gens sont plutôt optimistes. Rien de tel que les prix pour faire varier les sentiments. Donc moi, je pense effectivement qu'il y a une part de ce qu'on appelle le FOMO, Fear of Missing Out. On a peur de rater le rallye et donc on achète finalement sur la base de fondamentaux qui aujourd'hui me paraissent encore un petit peu fragiles pour justifier de tel niveau. Donc ça, c'est pour la partie comportementale, mais on peut parler aussi des fondamentaux qui se sont quand même très nettement améliorés. Donc il y a des raisons quand même pour cette hausse. Quand on regarde l'indice des surprises économiques en Europe, il était très bas en octobre, il est sur des niveaux très très hauts, on a eu un hiver doux, et puis la Chine est repartie. Donc il y a quand même des bonnes nouvelles. Et du côté des banques centrales, peut-être ce que j'appellerais des fausses bonnes nouvelles. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'on constate, c'est que les banques centrales ont finalement, au total, injecté énormément de liquidités au cours du mois passé. Alors, on ne parle que de resserrement. C'est contre-intuitif. Voilà, c'est contre-intuitif. Pourquoi ? Eh bien, parce que, d'une part, avec le plafond de la dette, le Trésor n'émet plus et ça stérilise le resserrement de la Fed. Et d'autre part, la Banque du Japon, qui a commencé à resserrer sa politique monétaire, en fait, elle assouplit. Pour des raisons techniques, je vais expliquer rapidement. Elle dit, voilà, les taux obligataires 10 ans n'iront pas plus haut que 0,50. Mais on sait bien qu'ils vont aller plus haut un peu plus tard. Donc quand on a des obligations et que la Banque du Japon veut bien nous les acheter à 0,50% de taux, quand on pense qu'ils vont être à 1 ou 1,5 dans quelques mois, on le fait. Donc la Banque du Japon est obligée d'acheter beaucoup d'obligations. Les banques japonaises se retrouvent bourrées de cash. Elles achètent par ailleurs des obligations internationales. Donc c'est un assouplissement quantitatif massif. Ça, ce sont des raisons techniques qui, pour nous, vont disparaître et qui justifient un petit peu l'expansion des multiples qu'on a. Parce que, voilà, malgré des nouvelles économiques un peu meilleures, on a quand même une saison des résultats aux États-Unis qui n'est pas bonne du tout. Ouais. Donc, voilà. On a fait quoi, les 2 tiers quand même, peut-être? On a fait les 2 tiers, on est en dessous. Il y avait des attentes positives quand on était en octobre. On est passé à des attentes légèrement négatives pour le 4e trimestre 2022. Et puis là, on va être bien négatif quand même. Donc, effectivement, sur des attentes assez basses, on est encore plus bas. Et la valorisation du marché américain ne peut pas supporter, souffrir trop longtemps ce genre de déception ou de baisse de momentum des earnings? Il y a 2 choses. Il y a d'une part les multiples, d'autre part les profits. Les attentes de profits pour nous sont trop hautes. Voilà, les marchés attendent à peu près 2% de hausse des profits. Nous, on est en dessous, on est à 0. On voit bien qu'aujourd'hui, les profits des sociétés américaines ont tenu parce que les volumes étaient là et qu'il y avait de la demande et donc il y avait un pouvoir sur les prix. Aujourd'hui, l'inflation baisse. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, c'est très bien que l'inflation baisse, mais ça veut dire quand même que les entreprises vendent moins cher et sur des volumes moins importants. Donc il y a un écrasement des marges et les attentes, aujourd'hui, quand on regarde le consensus des analystes, les attentes de marge, elles repartent tout de suite. Et attendons un peu quand même. Et même en Europe, elles sont aujourd'hui très très hautes et on n'a pas de baisse de marge dans le consensus des analystes.
c'est un peu bizarre quand même, parce qu'on va avoir une baisse forte des volumes. On voit que déjà, même si la croissance a été correcte en Europe, on voit que la consommation souffre pas mal. Donc les volumes vont un petit peu baisser, l'inflation baisse, ou alors la BCE fait autre chose. Mais en tout cas, c'est l'un des deux. Va y avoir une pression sur les marges. Et ça, pour nous, c'est pas dans le marché. Ça a été peut-être compensé par cette espèce technique des banques centrales, mais ça ne va pas durer. Donc sur l'aspect fondamental bénéficiaire, vous dites on est au mieux fair value, voire peut-être déjà un peu surpayé sur certains marchés. Aux États-Unis, on est un peu surpayé. En Europe, on est très surpayé, parce que il y a une attente autour d'une croissance bénéficiaire légèrement positive en Europe sur l'année 2023. Nous, on est plutôt à -7, -8. Donc, parce qu'aujourd'hui, les marges sont au plus haut et qu'elles ne vont pas tenir en raison, tout simplement, des baisses de volume, de la baisse de l'inflation, du fait quand même qu'on octroie des hausses de salaire aussi en Europe, encore relativement importantes. Comment est-ce que les marges des entreprises vont tenir ? On a du mal à le comprendre. C'est des marchés qui sont pricés pour la perfection aujourd'hui, comme on dit. Axel, la perfection étant peut-être le scénario de soft landing. On peut même se demander si les marchés envisagent encore qu'il y ait un ralentissement, parce que soft landing, ça implique quand même qu'il y a un landing. Est-ce que le marché ne part pas dans l'idée qu'il n'y a pas de landing devant nous ? Il est difficile à voir le landing économique à ce stade encore. Quand on voit par exemple les créations d'emplois aux États-Unis, on a eu une série de mauvaises statistiques vers la fin de l'année malgré tout, mais on confond peut-être la fin du cycle avec la fluctuation normale de peut-être la conso, et toujours d'un mois sur l'autre. On l'a vu, les ventes de véhicules étaient mauvaises en décembre, elles sont très bonnes en janvier. Donc, il ne faut peut-être pas un petit peu surinterpréter ces chiffres-là. Si on crée 500 000 jobs dans l'économie américaine en janvier, c'est forcément qu'il y a de la croissance. C'est une des problématiques à avoir en tête. C'est pas possible même d'avoir quelconque landing quand on continue de créer autant d'emplois. Il y a toujours ce socle de croissance quelque part incompressible, qui est que finalement il y a un excès de demande de travail, donc ça crée des tensions inflationnistes. On peut se poser la question des marges, on peut effectivement, surtout du point où on part, on est évidemment historiquement très élevé, donc mais on est aussi dans une situation qui est très bizarre, en tout cas qu'on n'a pas connu depuis très longtemps, où la hausse des coûts est aussi, in fine, un socle de croissance nominale minimum, qui fait que vous terminez l'année avec quelque part un effet d'acquis sur les croissances de chiffre d'affaires sur l'année prochaine, et donc vous pouvez absorber un petit peu de compression des marges et surtout diluer dans le temps la hausse des coûts de façon à atténuer cette pression sur les marges. Donc il y a quand même l'inflation, ça donne une certaine flexibilité aux entreprises finalement pour diluer ces pressions sur les coûts. Et pour l'instant, on ne voit pas encore totalement l'aspect du resserrement monétaire, parce qu'on a eu des effets de compression des spreads, d'inversion des courbes des taux. Évidemment, la bourse a monté, donc c'est une réduction du coût du capital. Aux États-Unis, on peut ajouter le dollar qui a baissé. C'est aussi tous ces mécanismes-là qui ont quand même atténué assez largement l'effet du resserrement monétaire, qui va malgré tout arriver. On commence à le voir dans les enquêtes de crédit bancaire en Europe ou aux États-Unis. Donc on sait qu'avec un certain retard, on aura ça. On peut voir les nombres de faillites aux États-Unis qui montent un petit peu. Donc voilà, il y a un certain nombre de choses qui nous disent qu'à un moment donné, on verra le resserrement monétaire s'adjoindre aux tensions sur les coûts. Là, peut-être que les marges finiront par craquer. Et dans l'intervalle, on a eu quand même cette bonne surprise du redémarrage de la Chine, de la résilience de l'économie européenne, qui s'est fait par l'intervention gouvernementale. C'est pas, et disons une désinflation un peu au forceps liée à ces mesures gouvernementales qui nous amène aussi à penser que, attention, on a une désinflation optique qui va peut-être pas durer. C'est-à-dire que les choses qui sont en train de peser sur l'inflation, c'est soit la sortie de pandémie, la normalisation des chaînes de valeur, etc. Ça, on peut l'observer. La désinflation liée à l'immobilier. Et ces deux trucs-là ont à peu près rien à voir avec les poussées inflationnistes liées au salaire aujourd'hui. Donc, ça laisse totalement intact le risque d'un cycle inflationniste lié par la hausse pérenne des coûts. Et dans aucun modèle, dans aucun monde, la hausse des coûts salariaux à 5% est compatible avec l'inflation à 2% de façon pérenne. Donc ça reste un problème entier pour les banques centrales.
Et je pense que peut-être que pour Powell, le processus de désinflation qui est censé avoir décru, ça va devenir le transitoire de 2023. Quoi. La désinflation transitoire. Eh oui, on a 6 mois de désinflation. On a 6 mois de désinflation assurée. Au-delà... Devant nous encore ? Disons, à la mi-année, on verra les CPI à 2. Donc, les marchés sont suffisamment myopes pour dire, voilà, on a eu la désinflation. Mais fondamentalement, on sait que c'est plus mécanique qu'une réelle inversion ou dissipation de l'ensemble des tensions inflationnistes dans l'économie. Comment vous comprenez que Jérôme Powell, justement, ne cherche plus à réconcilier la position qu'il défend depuis la Réserve fédérale américaine et celle des marchés, comme vous dites, voilà, qui voit le CPI tendanciellement à 2% peut-être dès le mois de juin aux États-Unis, qui voit que le phénomène de désinflation, pour l'instant, ne s'accompagne pas de hausse du chômage, voire même le chômage a baissé entre le début d'année 2022 et la fin d'année 2022. Et donc, les anglo-saxons disent c'est immaculate disinflation, c'est ça, la désinflation immaculée, sans douleur. Et même à terme, je veux dire, dans les 10 ans, la prime d'inflation, ça y est, elle a disparu. Oui, l'inversion de la courbe des taux, c'est beaucoup l'inversion de la courbe des anticipations d'inflation. Donc, le marché est sur ce scénario-là où, séquentiellement, quand on va regarder l'inflation un an dans un an, on est à 2. Enfin, c'est-à-dire que l'inflation est terminée assez rapidement. Donc, Powell, pourquoi il ne se bat pas plus vigoureusement ? Il a été... Jackson Hole, on s'en souvient, boum, 8 minutes, c'est réglé et c'est recalé. Finalement, j'ai du mal à comprendre. Par exemple, s'il aurait fallu le faire, il fallait faire 50 la dernière fois, par exemple, 50 BP pour dire véritablement que non, en fait, l'inflation est pas finie. Et là, il nous dit que de toute façon, l'inflation va décélérer, mais on en verra encore la fin de la distribution, disons, en 2024. Donc pourquoi il ne s'oppose pas plus, il dit quasiment rien de l'assouplissement des conditions financières. Ça, c'est un peu perturbant. Pourquoi il ne s'oppose pas davantage ? Probablement parce qu'il se dit que l'effet retard de l'action de la Fed en 2022 va finir par payer. Et peut-être que le Bank Lending Survey de la Fed lui donnera raison. On ne sait pas trop. Ça peut être une des explications. L'autre explication, c'est le biais toujours un petit peu dovish résiduel des années de la Fed. Donc, c'est un petit peu la posture habituelle de la Réserve fédérale qui ressurgirait. Le mandat croissance, qui est un peu réactivé. Oui, c'est ça, le mandat un petit peu de croissance, mais il n'y a rien à faire sur la croissance aujourd'hui avec le chômage à 3,5. Donc même ça, le scénario de la Fed est très bizarre, parce que pour faire monter le chômage à 4,6 à la fin de l'année, il faut détruire à peu près 2 millions d'emplois. 2 millions d'emplois, sachant que vous n'aurez aucune aide de la hausse de la population active qui est extrêmement faible depuis 5 ans. C'est-à-dire qu'il faut véritablement que... là, on commence par créer 500 000. On repart d'autant plus haut. Mais il faut une énorme récession, en réalité, pour atteindre 4,6 de chômage à la fin de l'année. Et ça, c'est quelque chose qui est très bizarre. L'autre chose très, très bizarre, c'est que le staff des économistes de la Fed fait une estimation de la croissance potentielle. Elle transparaît un peu en filigrane dans les minutes du FOMC de septembre, et on comprend que la croissance potentielle estimée par la recherche de la Fed a beaucoup baissé, en fait. Et les banquiers centraux n'en prennent pas acte, puisque quand on regarde les dots, on est toujours à 1,8 en croissance tendancielle. Si on se trompe beaucoup sur la croissance potentielle, on va se tromper beaucoup sur la trajectoire d'inflation, sur le taux terminal et sur le montant du resserrement monétaire requis. Et pour l'instant, on est dans cet entre-deux, et Powell a décidé de ne pas choisir pour l'instant. Bon, on n'est pas sorti quand même avec ces histoires de banque centrale. Ça reste quand même au centre du jeu de tout ce qui se passe. Toujours, les banques centrales. Oui, non, mais bon, on aurait pu se dire à l'approche du taux terminal, avec un peu moins d'agressivité des banquiers centraux, le marché peut regarder un peu au-delà, etc. Pour Jérôme Powell, je pense qu'il y a deux choses. Il y a d'abord jusqu'où il va, et là, on est à peu près d'accord avec le marché, 4, 3 quarts, 5, 25, on verra, chacun a un peu son opinion. Mais après, c'est la durée du plateau et quand est-ce qu'il rebaisse. Et je pense que Jérôme Powell,
je pense qu'ils gèrent les choses l'une après l'autre. Hein. Pour l'instant, voilà, il y a une forme de consensus sur la suite très court terme de sa politique monétaire. Et puis pour ce qui est dans un petit peu plus longtemps, cette fameuse, ce relâchement monétaire qu'on pourrait voir éventuellement, que nous ne voyons pas en fin d'année, ça va dépendre, je pense, et beaucoup de données qu'on n'a pas encore exactement aujourd'hui et qui sont quand même... dont on a quand même les prémices et qui est le crédit bancaire. Quand on regarde aujourd'hui les enquêtes auprès des banques, on voit bien et ils fonctionnent assez bien quand même aux États-Unis. On voit bien que aujourd'hui les banques ont continué de prêter de façon assez abondante et que ça va se terminer. Donc on va avoir un fort ralentissement économique. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Quand est-ce qu'il va devoir réassouplir sa politique monétaire? Ça arrivera à un moment donné ou à un autre. Mais je pense que chaque chose en son temps. Nous, en tout cas, ce qu'on en déduit, c'est que un rebond économique finalement assez porteur pour les actions, en ayant en même temps une banque centrale américaine qui redevienne accommodante, je pense qu'on rêve un peu. Le taux de chômage est quand même très très bas. Donc, soit effectivement l'économie repart, mais recrée les conditions d'inflation. Jérôme Powell, maintiendra un plateau plus longtemps, voire resserrera. Soit effectivement on a un ralentissement fort de l'économie américaine, parce que finalement, quand même, il y a beaucoup de choses qui peuvent plaider en cette faveur. Et d'ailleurs, quand on regarde la forme de la courbe des taux, elle est la plus inversée, je crois, depuis les années 80, fin des années 80. Donc, une belle inversion de courbe, quand même, qui nous indique un ralentissement économique. À ce moment-là, c'est plutôt du côté du profit des entreprises qu'il faudra regarder. Alors, on aura une Fed à ce moment-là beaucoup plus accommodante, on n'en doute pas, mais... ça sera du côté des entreprises. Mais cette espèce de Goldilocks, de scénario boucle d'or, où l'inflation vient gentiment atterrir sur les 2%, et la croissance, comme ça, un peu comme un menuisier en train de fixer ses étagères. Attention quand même, il y a beaucoup de choses qui bougent aujourd'hui de façon extrêmement forte. Le pouvoir d'achat, il n'a pas été récupéré. On puise dans son épargne, et on a une inflation qui est encore forte. Ça serait la première fois, depuis en tout cas plusieurs générations, qu'on aurait une forte baisse de l'inflation sans récession derrière. Moi, je trouve que c'est possible. Ça peut marcher. Mais on n'a pas envie de s'emballer sur ce scénario-là. Ah ouais, je comprends. Pas aller trop loin. Quand je reviens à la logique des marchés actions, là, c'est intéressant. Vous parliez des semi-conducteurs, mais on a d'autres compartiments très cycliques, finalement, qui commencent à creuser l'écart avec des secteurs beaucoup plus défensifs, type santé, conso de base, telco, etc. C'est-à-dire qu'il y a quand même un tilt dans le marché action de se dire, ralentissement peut-être, mais en tout cas, pas peur. Il y a eu un vrai repricing, parce que c'est vrai qu'on est parti d'un scénario où le scénario central, c'était plus une récession forte. Comme vous dites, on passe par le soft landing, voire le no landing. Donc il y a eu un repricing, effectivement. C'est vrai que il y a des titres très early cyclical du style les cimentiers qui ont une performance depuis le début de l'année impressionnante. Maintenant, nous, on croit que ça s'est un peu emballé fort sur ce type de titre-là. Et c'est pour ça que je ne vais pas être très original par rapport à la dernière fois, mais nous, on continue de privilégier le facteur de la qualité, parce que c'est vrai que la trajectoire économique, on le voit dans le discours de nos deux économistes, qu'elle est quand même assez difficile à lire. Donc, ces valeurs de qualité, ce sont celles qui ont de la visibilité, qui ont des avantages concurrentiels durables, qui peuvent performer un petit peu quel que soit le contexte macroéconomique. Et quand je vois des titres comme Hermès ou Ferrari qui ont enregistré des nouveaux plus hauts historiques, on voit que le marché est quand même à la recherche de ce type de titre-là. Après, sur l'inflation... C'est de la qualité, évidemment que c'est de la qualité. Hermès et Ferrari. Non, mais... Je veux dire, Ferrari, quand vous avez 90% de l'EBITDA qui est converti en free cash flow, c'est le symbole même de la qualité. Ouais. Donc après, sur l'inflation... Ça veut dire qu'on regarde plus trop les valos, quand même. On est moins attentif aux valos, parce qu'effectivement, il y a une pause dans le discours des banquiers centraux. Il y a une fenêtre. Et c'est vrai que dans cet environnement où la trajectoire économique elle est difficilement lisible, le marché il se réintéresse à ce type de titre-là. Et après, je suis d'accord avec le discours qu'a eu Axel sur l'inflation, c'est-à-dire que on a quand même du mal à la voir redescendre aussi vite. Et d'ailleurs, dans les publications de résultats, c'est vrai que les managements, ils parlent du fait que la composante énergétique, c'est une dérivée seconde négative désormais, que le fret, il pèse plus. Maintenant, il y a la problématique des salaires.
Je veux dire, quand on voit Walmart qui a augmenté de 17% ses salaires des premiers entrants, quand on voit pas mal d'entreprises dans les airlines qui ont significativement augmenté leurs salaires, on a quand même du mal à voir l'inflation continuer de baisser aussi fort. Alors on peut descendre un petit peu vite, mais après, probablement, enfin en tout cas, nous, notre scénario, c'est qu'on va faire un petit peu un plateau. Et c'est la raison pour laquelle... Un processus qui va être linéaire de désinflation. Non, c'est clair. Donc probablement qu'il y a un moment de plateau. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est dans les publications des entreprises, deux publications qui étaient très marquantes pour moi aux États-Unis ces dernières semaines, c'est chez Procter & Gamble et chez Colgate-Palmolive, où si on regarde la publication de P&G, c'est 4% de croissance organique, c'est 10% d'effet prix, mais c'est 6% de décroissance des volumes. Et pour une entreprise comme Procter & Gamble, c'est énorme. La baisse des volumes, c'est énorme. Et même 8% sur certaines divisions. Chez Colgate-Palmolive, le PDG disait que il allait continuer à augmenter ses prix parce qu'il veut conserver ses marges, mais que forcément ça impactera les volumes. Hier soir, il y avait PepsiCo, le manager, lui, il opte pour la position un petit peu inverse. Il dit qu'il en a fini avec les hausses des prix parce qu'il veut conserver ses volumes. Mais en tout cas, ce qui est intéressant pour nous, et vous savez que chez Peugeot, on regarde les choses sous l'angle du pricing power. Et oui. C'est qu'il y a des stratégies qui apparaissent et qui ne sont pas forcément les mêmes d'une entreprise à l'autre. Et puis c'est surtout que c'est le vrai retour du pricing power. C'est que toutes ces entreprises-là, elles ont eu pendant 1 ou 2 années des capacités à augmenter leur prix parce qu'il y avait des réserves d'épargne importantes et que le consommateur réagissait positivement. Là, ça y est, on pense que ce moment-là est terminé. Et aujourd'hui, on va avoir le vrai retour du pricing power, vrai retour des marques qui arrivent à imposer leur prix sans avoir des problématiques de volume. À propos de hausse de salaire, alors j'ai en tête 2 grandes entreprises japonaises qu'on connaît bien, qui sont des entreprises mondiales, Uniqlo et Nintendo, qui ont annoncé des hausses de salaire substantielles. Uniqlo, c'était, je crois, il y a quelques semaines, ou une paire de mois, c'était du 40%. C'était tellement choquant que c'est incroyable. Nintendo, c'est du 10%. Dans un pays où donc effectivement les politiciens sont obligés de pleurer face aux salariés pour leur dire mais demandez des hausses de salaire, entreprises, donnez des hausses de salaire à vos salariés qui n'en veulent pas, même s'ils n'en veulent pas, même s'ils n'en demandent pas. Et donc ça nous amène à l'histoire de la Banque du Japon qui va donc changer de gouverneur après 10 ans je crois de mandat de Haruhiko Kuroda. C'est donc Kazuo Ueda qui est pressenti très fortement pour prendre la succession. Bon, on verra ce que Ueda apporte à la politique monétaire japonaise, mais avant même cette passation de témoin, il y a un sujet pour la BOJ aujourd'hui au Japon, Axel. Il y a un sujet, et sur les salaires, pour le coup, alors effectivement, il y avait ces anecdotes, parce que c'était Uniqlo, etc., mais on le voit maintenant dans la stade de salaire japonaise, puisqu'elle est à 4,8 sur un an au Japon, en incluant les bonus, avec, c'est vrai, une grosse partie d'inflexion des bonus, mais même sur les salaires de base, on est en tangente 2% pour la plupart des salaires, ce qui est beaucoup plus que ce que ça a pu être en moyenne pendant des années. Donc il y a une vraie inflexion salariale et c'est évidemment une très bonne chose pour les Japonais. Après, effectivement, une inertie délétère pour la consommation. La consommation réelle au Japon, c'est une catastrophe depuis au moins 25 ans. Donc, effectivement, on a enfin un petit peu d'espoir de voir ce pays se mettre à consommer et rentrer dans un cycle un petit peu différent, un peu plus inflationniste. Du point de vue de la politique de la BOJ, alors je pense que ce qui a décidé tout le monde de changer de politique, en particulier Kuroda, c'était l'extrême faiblesse du yen. On savait que face au mouvement généralisé de hausse de taux d'intérêt dans le monde, le yen était tombé à 150 yens pour un dollar. Ça joue extraordinairement fort dans la psychologie des Japonais. C'est aussi une façon, en plus de l'inflation qui reste moins forte au Japon qu'ailleurs, mais qui montait néanmoins, c'est un marqueur de la perte de pouvoir d'achat pour les Japonais. Donc il fallait marquer le coup. Les importateurs commençaient aussi à s'en plaindre. Et donc il a fallu ajuster la politique monétaire. Une première fois en augmentant la borne haute
des taux, donc vers 0,50, ce qui les oblige, puisque les taux vont coller forcément. Il y a tellement de spéculations derrière qu'ils sont obligés d'acheter encore plus qu'avant pour maintenir ce cap, quoi. Ils sont obligés, ils sont cornerisés et ils ont acheté des quantités monumentales. Au mois de décembre, ils ont acheté 6 points de PIB. Sur un jour, au mois de janvier, ils ont acheté 1 point de PIB, donc l'équivalent de 5 trillions de yens. Ça fait 500 trillions de yens après l'économie japonaise. On est dans l'absurde, évidemment. Donc là, ils essayent de contourner le problème, parce qu'ils ne veulent pas sortir trop brutalement de cette politique monétaire, et donc favoriser encore plus la spéculation haussière sur les taux. Ils offrent des repos à long terme aux banques, à taux fixe ou à taux variable. Ils ont fait du 5 ans, ils vont faire jusqu'à 10 ans, en espérant que les banques prennent un petit peu le relais du QE de la Banque du Japon. Mais si on fait ça, c'est in fine de la création monétaire aussi, donc ce n'est pas très satisfaisant de ce point de vue-là. Donc Ueda arrive, on sort ses anciennes déclarations en ligne avec Ueda, mais dans un contexte qui est totalement différent de celui auquel il va faire face aujourd'hui. Ouais. Donc il y a forcément besoin de changer la politique monétaire japonaise. Même si qu'est-ce qu'il va faire la Boge avec un portefeuille qui fait 120 points de PIB, la moitié du marché des JGBs. Qu'est-ce qui se passe quand vous pouvez garder des moins-values latentes très fortement, mais il va y en avoir. C'est dans des quantités difficilement gérables. Quand on réfléchit à un changement de la politique monétaire au Japon, la question c'est quel impact ça peut avoir pour nous, pour nos marchés européens, pour nos marchés obligataires, sachant que les Japonais, alors je crois qu'ils n'ont pas acheté l'an dernier, mais c'est quand même des gros acheteurs et des gros détenteurs de stocks de dettes et américaines et européennes, bien sûr. Oui, alors c'est paradoxe, mais immédiatement, quand ils ont laissé les taux augmenter, il y a eu un effet de réévaluation à la hausse des taux un petit peu partout, en se disant les taux australiens ou les taux américains ont un peu réagi à cette nouvelle, en se disant que les Japonais allaient moins acheter. Comme vous le dites, ils n'achetaient plus beaucoup de toute façon, parce que le coût de la couverture de change avec les taux courts américains et cette courbe de taux qui est très inversée, vous payez un taux court très élevé en fait pour avoir le droit d'acheter un taux long moins élevé. Moins de rendement. Donc, retraduit en yens, ce n'était pas forcément quelque chose qui favorisait les institutions japonaises. Et aujourd'hui, elles ont un petit peu de pente, elles ont des taux japonais un peu plus élevés, et probablement un dispositif pour favoriser les repos bancaires et donc les achats de JGBs en substitution de la BOJ. On peut imaginer qu'ils achètent encore moins. Ouais. Quand on regarde à l'Est, alors l'Est, Asie au sens large, Asie émergente, mais Asie développée aussi, on parle du Japon. Est-ce qu'on est intéressé ? Est-ce qu'on est toujours content de voir ce qui se développe à l'Est, côté asiatique ? Sur le Japon, en termes d'économie, oui, ils sortent du confinement beaucoup plus tard. Ils ont encore des effets post-confinement. Les actions japonaises sont sur des prix qui restent tout à fait raisonnables, mais il y a quand même des doutes assez forts pour nous sur la politique de la Banque centrale japonaise et sur la capacité à sortir en douceur d'une politique de contrôle de la courbe. On a vu en Australie récemment, c'est pas facile quand même. Voilà. Mais c'est vrai que l'environnement est quand même très désinflationniste, même si on a une période courte d'inflation au Japon. Donc probablement, les taux pourraient se stabiliser, pas trop, mais il y a une prime de risque. En revanche, là où c'est beaucoup plus intéressant pour nous, c'est la Chine, avec beaucoup de raisons pour penser à un rebond très fort de l'économie chinoise, les sorties de confinement qui fonctionnent. On aurait pu craindre que une résurgence de l'épidémie puisse faire que finalement on reste chez soi. Non, c'est très très clairement un moral. Ce risque-là, on peut l'évacuer. Là, c'était le premier risque tout de suite de se dire oh là là, ça va pas être linéaire là aussi. Ils vont rouvrir, mais ils vont être obligés de refermer. Visiblement, ça s'est bien passé. Dans les métros des grandes villes, le trafic, on a les voyages pour le Nouvel An à Macao, etc. Voilà, les Chinois sortent de chez eux. Ils sortent de chez eux probablement pour consommer, souvenons-nous. L'explosion de la consommation en Europe, aux États-Unis, après quelques semaines de confinement. Eux, c'est 3 ans. Là, eux, c'est pas loin. Enfin, c'est plus de 2 ans. Alors, ils n'ont pas eu, comme nous, des subventions importantes. Non. Mais néanmoins, ils ont très peu consommé. Donc, on peut estimer qu'il y a à peu près, presque une année et demie de retard de consommation. Oui, par rapport à la tendance. Une consommation, qui est sur des tendances autour, les économistes peuvent en discuter, mais autour de 6% par an. On peut rajouter encore pas mal là-dessus. Donc, une grosse accélération de la consommation. Et puis, un environnement réglementaire
qui est en train de s'assouplir. Ouais. Ils ont un peu plus aidé les promoteurs. Là, très récemment, on a eu 5 licences, je crois en deux mois seulement, octroyées à des gérants de portefeuille internationaux. C'est quand même une nouveauté. On a vu beaucoup de licences aussi sur les jeux. Donc on voit bien qu'il y a de nouveau une forme de fléchissement réglementaire qui est un petit peu plus encourageant. Voilà, donc, Et c'est pas joué encore, parce que ça a pris 50% les actions chinoises. Alors, on est aujourd'hui sur un niveau de valorisation qui soit à peu près sur la moyenne historique. On ne peut plus dire que c'est pas cher. Ah non. On peut même dire que ça commence, on rentre dans un territoire un petit peu supérieur à la moyenne, mais ça reste quand même compte tenu de ce qu'on a comme croissance bénéficiaire, comme croissance économique à attendre en Europe, aux États-Unis, et de ce qu'on a comparativement à la Chine, ça justifierait pour nous quand même des valorisations relatives encore supérieures. Donc nous, on reste investis sur les actions chinoises très clairement. Mais l'exemple de la Chine est hyper intéressant pour comprendre la vitesse de déplacement des marchés. C'est-à-dire, dès qu'un événement change la donne, boum, le marché n'attend pas de voir en séquentiel si oui, les Chinois vont bien reprendre l'avion, si oui, les Chinois vont bien retourner au casino à Macao. Les stocks des casinos à Macao, ça a pris 150%. On a joué la fin de l'histoire en 3 semaines, quoi. Il y en a. Non, mais on va directement jouer le endgame. On n'attend même pas de voir la Chine rouvre, boum, je joue. La conclusion à l'arrivée, c'est les casinos vont être remplis et les stocks se reprennent 150%. Oui, mais moi, ça me paraît assez. Non, mais c'est ça. Ah, mais oui. Parce que si vous C'est juste attendez pour expliquer la vitesse que tout soit fait, bien, mais ça explique Je sais aussi bien. une partie de la hausse des marchés actions américains et européens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on commence à anticiper une forme de scénario boucle d'or avec une croissance qui va bien, pas trop forte mais pas trop faible, une inflation pas trop forte, pas trop faible. C'est pas terrible pour la croissance bénéficiaire, mais ça nous annonce un environnement sans risque, et donc on achète dès aujourd'hui. Voilà, je dis attention, il y a du risque. Donc là on est peut-être allé trop vite. Maintenant, sur l'économie chinoise, ça reste effectivement une spéculation, de dire qu'il y a un rebond fort, mais je pense qu'il y a quand même de bonnes raisons de le penser. Et que je dirais, moi, j'ai plutôt tendance à penser que le marché est un peu lent aujourd'hui sur les actions chinoises. Sinon, j'y serais pas. Non, mais oui, que toute l'histoire n'est pas jouée. Oui, j'entends. Parce qu'on vient de niveaux de démoralisation tels qu'il est difficile, finalement, après s'être dit, bon voilà, c'est zéro Covid for life, et puis finalement, voilà, on revient presque dans une Chine totalement fermée au capitalisme, à finalement une Chine qui est beaucoup plus ouverte qu'on pensait, avec une politique zéro Covid qui a disparu. Il faut s'adapter vite. C'est ça, mais quand même, cette vitesse de marché, alors on suit les marchés quand même depuis quelques années, mais c'est vrai que là, le marché n'hésite pas à jouer une tendance qui va mettre des mois à se développer en 3 semaines, quoi. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on met le prix tout de suite sur une histoire qui va durer, l'histoire de la réouverture de la Chine. Voilà, ça va durer quand même pendant des mois et des trimestres. Oui, bien sûr. Bah non. Ça fait quand même quelques années que le marché est comme ça. Ouais. Le Covid, ça s'est fait très rapidement. Ah oui. Le rebond du Covid, oui. Non, mais je suis d'accord. Ça se fait très vite. Je suis d'accord. Et puis maintenant, vous avez beaucoup de robots, de systèmes automatisés, et puis même de l'intelligence artificielle qui rentre dans le marché. Et donc ça accélère beaucoup les choses, je pense, les flux de marché. Pour revenir sur la Chine, on est aussi positif comme Frédéric, parce qu'effectivement, on a un gouvernement qui a promis une année de consommation extraordinaire, qu'on sort de 3 années stop and go sur le confinement, et qu'on a des gens qui ont très envie de consommer, et probablement que là-bas aussi, il y a une réserve d'épargne qui a été constituée. Et les discours des managements sont intéressants sur la Chine. Le CEO de Starbucks, par exemple, disait qu'il n'avait jamais vu une année, le trafic durant le Nouvel An chinois, qui a été extraordinaire, qui était très très fort. Le patron de Visa disait que le travel retail était reparti très très fort là-bas. Donc voilà, effectivement, ça se reprice assez vite. Mais après, il y a un effet momentum aussi qu'on peut continuer à jouer et accompagner. Bon, pour conclure sur les marchés, là, Axel, une fois qu'on a dit ça, est-ce que le pain trade, il est encore à la hausse, là, devant nous, pour les actifs risqués ? Est-ce que c'est déjà le moment de réfléchir à peut-être prendre des profits sur des tendances qui ont été jouées en quelques semaines ? En tout cas, on peut le faire à relativement moindre coût, puisque quand on regarde l'asymétrie dans la volatilité implicite, par exemple, les protections ne coûtent pas très cher, finalement. Donc, c'est un petit peu, en général, un signe de complaisance des marchés. C'est ce qu'on dit. Tout le monde voit un petit peu ce scénario un petit peu rose. Il y a des thématiques fortes qui sont jouées et qui motivent ces rebonds, sans doute. Mais quand on regarde un peu le coût des protections, finalement, c'est peut-être avantageux d'en mettre. Le paying trade, c'est l'inversion de la courbe aussi dans le monde obligataire. Ça, c'est aussi
l'attente de la pontification, qui est en fait un trade qui est assez coûteux et qui a tendance à chaque fois un petit peu creuser. Parce que déjà, des investisseurs sont positionnés pour une repontification de la courbe. Je pense qu'il y a un petit peu de ça, et en fait, c'est déjà joué dans les courbes à terme, et donc c'est une position qui a l'air avantageuse et en fait qui est coûteuse en termes de portage, mais donc qui est assez consensuelle et qui à chaque fois se fait punir par éventuellement une hausse de taux supplémentaire qui vient un petit peu accentuer cette courbe. Et puis le dollar, je pense qu'il reste le dollar, et ça a été très liquidé, ces positions longues dollars qui ont traversé tout 2022 depuis le début de l'année. Clairement, on a un deleveraging sur le dollar, ça a beaucoup profité à l'euro, ça a profité au yen ponctuellement. Là, je pense que si effectivement la Fed doit aller plus haut, on va remettre un petit coup sur le dollar, ce qui, en général, n'est pas bon pour les actifs risqués. Bon, c'est ce qu'on a vu ces derniers jours. Après un 2 ans américain qu'on a quasiment vu à moins de 4% le jour du FOMC, il est à 4,5 aujourd'hui. Voilà. Et le dollar a repris quelques couleurs. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché pour nous apporter votre éclairage sur une situation de marché qui est ce qu'elle est, un peu complexe peut-être, mais en tout cas qui nous a amené une semaine de consolidation. Voilà, sur les marchés actions et les marchés d'actifs risqués. Florent Martini, Amplégest, Frédéric Rollin, Pictet Asset Management et Axel Bott, Ostrom Asset Management étaient nos invités en plateau.